Bonjour à tous et à toutes. Je suis Julie Bourgon, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie. Actuellement, je travaille dans le service du professeur Lançon à Marseille en psychiatrie adulte. Et aujourd'hui, première vidéo pour vous parler de ce que c'est qu'une pathologie psychiatrique de façon assez générale. Et ensuite, on passera sur la question de la thérapie, psychothérapie d'ailleurs, et on va choisir plutôt une orientation qu'on appelle TCC, donc thérapie cognitive et comportementale, auquel je rajoute le E. Je suis pas la première, je l'ai pas inventé, mais pour dire qu'il y a aussi la partie émotionnelle qui est évidemment prise en compte et nécessaire dans ces thérapies-là. Donc quand il s'agit de maladies psychiatriques, de troubles psychiatriques, nous en tout cas dans ce service-là, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle le DSM-5. Le DSM-5, c'est le manuel diagnostique des troubles mentaux, qui est utilisé internationalement. Donc dans ce manuel, il va répertorier un ensemble de troubles, et dans ces troubles, ce qui peut être touché, ce qui peut être altéré chez la personne, ça peut être l'humeur. On va trouver des troubles de l'humeur avec des difficultés liées autour de l'anxiété, on va appeler les troubles anxieux. On peut avoir par exemple les TOC, les attaques de panique, les phobies multiples. On peut aussi avoir tout ce qui tourne autour de l'humeur entre le haut et le bas, donc entre une humeur trop haute ou trop basse. On va appeler les troubles bipolaires et ou juste dépressifs. Donc là, on va avoir un problème avec la question de la tristesse ou d'une joie un peu trop intense. Et on peut aussi avoir des difficultés autour de la colère. Donc ça peut rentrer aussi l'irritabilité ou la colère dans différents troubles. On peut aussi avoir des symptômes qui vont toucher les idées, les pensées qu'on a dans la tête, ou bien les perceptions, la façon de voir les choses. Donc on peut avoir des idées ou des perceptions qui persistent ou qui sont obsédantes, qui peuvent nous concerner nous, les autres ou le monde. On peut également avoir des troubles cognitifs, donc des problèmes au niveau de la mémoire, de la capacité à se concentrer, de la capacité à raisonner. Et on peut avoir des troubles du comportement, donc n'importe quel type d'addiction, des troubles relationnels, des problèmes au niveau du comportement psychomoteur, donc une agitation ou justement un ralentissement. On peut trouver des troubles du sommeil, pareil, en hyper ou en hypo, et des troubles de l'alimentation, à nouveau en hyper ou en hypo. Donc c'est extrêmement large, hein. Là on peut aller sur une schizophrénie, des TOC, des dépressions, a priori tout trouble psychiatrique, hein, et non pas neurologique, qui sont deux choses différentes. Ce qui est extrêmement important dans notre pratique, c'est que l'ensemble des troubles qu'on vient d'évoquer, peu importe ce qu'ils touchent et comment ils touchent la personne, ils doivent avoir une intensité, une durée ou une fréquence trop importante pour la personne. Ça c'est important parce qu'évidemment que l'ensemble des émotions, par exemple, que j'ai citées, qui peuvent être perturbées, elles sont aussi des émotions normales et nécessaires pour nous. Donc il faut vraiment qu'elles atteignent une intensité, une durée ou une fréquence qui est trop importante. Trop importante parce qu'elle va générer de la souffrance ou un handicap. Une situation de handicap, ça voudra dire quelque chose que la personne ne peut plus faire à cause des symptômes. Pour moi, s'il n'y a pas souffrance ou handicap, ou les deux, on laisse la personne tranquille avec ses symptômes. D'ailleurs, elle n'aura pas spécialement envie de s'en occuper. Alors la question, pourquoi on développe un trouble psychiatrique? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une réponse, évidemment. C'est ce qu'on va parler du modèle biopsychosocial, parce que globalement, ce sont les trois portes d'entrée d'une pathologie. On va trouver effectivement tout ce qui est facteur biologique, avec la question de la génétique, évidemment. Si j'ai des parents familialement des tendances à avoir certains troubles, il est probable qu'il m'ait donné cette faiblesse génétique. Je peux aussi avoir un problème au niveau de la biochimie, donc ça c'est tout ce qu'il va avoir dans mon sang. Ça peut être une carence en vitamines, on sait que par exemple une carence en vitamine B12, ça peut donner des symptômes psychiatriques très graves. On peut avoir aussi tout ce qui est hormones dans le sang, qui peut donner, on connaît la question des femmes, mais pour lesquelles l'humeur peut varier en effet, et pouvant donner parfois ce qu'on appelle le SPM, les symptômes prémenstruels, qui peuvent être parfois aussi très psychiques. On peut avoir les substances qui vont modifier aussi comment je me sens, alcool, drogue, médicaments, etc., tout ce que je vais ingérer.
Et puis l'hygiène de vie, le sommeil, comment je dors, ce que je fais, le sport, etc. On va avoir également toutes les caractéristiques psychologiques avec la personnalité qu'on va avoir, la tendance à l'inquiétude, à l'estime de soi, la tendance à être exigeant ou non. Tout ça peuvent être des terreaux à développer plus facilement des troubles mentaux. Par exemple, la tendance à l'inquiétude, évidemment, ça risque de donner plus facilement un trouble anxieux. Les exigences élevées, ça peut plus facilement donner des pathologies de type burn-out ou dépression. Mais encore une fois, pas une cause, un trouble. C'est une possibilité et on retrouve ça peut-être plus fréquemment, ce type de personnalité, mais c'est loin d'être obligatoire. On peut ne pas du tout avoir d'exigences élevées et avoir une dépression. Enfin, les facteurs sociaux, le contexte de vie de la personne, ses expériences de vie, dans quoi elle a grandi, dans quoi elle se développe. Évidemment, par exemple, un contexte de guerre, je pense à l'Ukraine en ce moment, ou un contexte de violence conjugale, évidemment que ça peut donner des troubles importants. Et c'est suffisant pour développer un trouble. Donc on peut avoir soit plusieurs troubles ensemble qui vont générer à un moment donné une pathologie, ou alors on peut aussi avoir un seul gros truc à un moment donné qui fait développer une maladie. Il n'y a pas de règle. Également, on va avoir le modèle de vulnérabilité au stress. On peut se percevoir un peu comme une grosse cocotte minute. Globalement, la cocotte minute, elle peut laisser échapper la pression et c'est nécessaire, sinon elle explose. On peut penser que l'humain, c'est un petit peu la même chose. Il y a un ensemble d'entrées de potentiels stress qui vont entrer dans la cocotte. Donc ça, il faut le gérer, savoir à peu près ce qui rentre. Et puis, il faut trouver des moyens de dépressuriser la cocotte, sinon, comme elle, on peut développer un trouble. C'est souvent, d'ailleurs, dans ce genre de période-là de stress qu'on va trouver le développement d'une pathologie. J'ai dit souvent, pas toujours. Donc voilà, pour la personne, ce serait important aussi de repérer ce qui est une entrée de stress, éventuellement agir dessus si c'est possible. Et si c'est pas possible, parce que, pareil, je pense à la guerre en Ukraine, bien évidemment, qu'on peut pas le gérer comme ça va être trouver absolument des moyens de décharger, de dépressuriser un petit peu la cocotte. Bon, là, j'ai choisi un cas un peu extrême dans lequel pas évident non plus de dépressuriser. Je dirais même que dans certains cas, l'apparition d'un trouble psychiatrique est quasiment normale. Et c'est le cas pour une guerre, je pense. Maintenant qu'on a développé un trouble psychiatrique, qu'on a repéré ses symptômes, qu'on sait un petit peu quel était le contexte d'apparition un petit peu global, la première étape pour la personne déjà, pour pouvoir aller dans leur établissement, ça va être de l'accepter. D'accepter que c'est une maladie, d'en comprendre les symptômes, de savoir quand est-ce qu'ils apparaissent, et puis de gérer au mieux avec ça, déjà. Des choses à apprendre pour elle. Il faut savoir que c'est pas facile, contrairement à d'autres pathologies plus visibles, c'est pas facile pour la maladie psychiatrique parce que c'est invisible pour la personne et pour les proches. Souvent. Ce que ça va nous donner, c'est que c'est pas quelque chose qu'on voit d'emblée. Et donc, tous les handicaps qui vont être générés, on n'y pense pas tout de suite et on se sent pas comme légitime à être handicapé sur ce point-là. Contrairement à quelqu'un qui serait en béquille, par exemple, et qui peut pas courir pour attraper son bus. Là, ça paraît évident et la personne va peut-être pas s'accabler de pas réussir à faire ça. Et encore moins l'entourage. Pour les troubles psychiques, c'est pas la même chose. Alors même que le handicap peut être là de la même façon. Déjà, donc, il y a ce premier point qui est pas évident à gérer. Et en plus de ça, il y a un paquet de stéréotypes véhiculés autour de ça. Il y a des stéréotypes, il y a des choses que les gens pensent savoir ou savent. Des fois, ils savent un peu, mais du coup, ils se disent un peu en expert. Bref, en ce moment, c'est très tendance, les maladies psychiatriques. Et du coup, il y a de tout. On trouve de tout, du vrai, du faux, du plus ou moins. Bon, c'est pas évident. Et parfois, il y a un ensemble de stéréotypes véhiculés qui sont plus ou moins aidants pour la personne. Donc voilà, alors je pense par exemple à la schizophrénie qui porte quand même beaucoup de stéréotypes négatifs dus notamment aux médias, mais il faut quand même savoir par exemple que c'est une pathologie pour lesquelles les personnes dangereuses atteintes de schizophrénie, me semble-t-il, qu'elles sont moins de 1%. Alors que les médias ont tendance à associer déjà schizophrénie, plusieurs personnalités, ce qui n'est pas du tout évident. Il peut y avoir des schizophrénies dans lesquelles il n'y a absolument pas ça. C'est même plutôt plus classique que ce symptôme-là. Et puis la dangerosité de la personne, elle est, je pense, quasiment similaire ou un tout petit peu plus importante que quelqu'un de lambda. Pareil pour tout ce qui est dépression, ça va être un manque de volonté, etc. Tout un tas de choses qui existent.
Et alors là, on va arriver sur les conseils thérapeutiques de ces gens. Alors ça peut être notre entourage ou des pseudo-experts qu'on va rencontrer en soirée, avec leurs conseils thérapeutiques qui fonctionnent très mal. Par exemple, mais enfin quand on veut, on peut. C'est une histoire de volonté, bouge-toi les fesses, ça ira mieux. Moi, à ta place, ce que je ferais... Mais non, arrête de toujours voir tout en noir, ne t'inquiète pas pour rien, calme-toi. Bon, vous avez bien compris, ce genre de conseils thérapeutiques, non seulement ça n'aide absolument pas la personne qui souffre, mais en plus ça peut augmenter le niveau de culpabilité et de colère contre soi-même et ou contre les proches. Ça va donc descendre encore l'estime de soi de la personne. Ça peut aussi diminuer la qualité relationnelle de la personne alors que, on l'a vu, le contexte, ça peut aggraver les troubles ou les faire venir. Bon, aggraver un contexte social dans un moment difficile comme celui-là, c'est pas une bonne idée. Et donc, in fine, bien sûr, ça maintient, voire ça aggrave les troubles de la personne. Une chose qui peut être importante dans les troubles psychiatriques, ça va être la question du groupe de pairs, PAIR, de personnes qui ont vécu, qui partagent un petit peu des symptômes ou du vécu, des difficultés avec l'entourage, enfin qui vont partager toutes les difficultés dont je viens de parler et qui peuvent parfois s'échanger des astuces, des points de vue. Mais déjà, une chose qui est très importante, c'est de se rendre compte qu'on est valide, c'est-à-dire que ce qu'on ressent, ça existe, ça a le droit d'être là, qu'on est normal, qu'il y a d'autres personnes qui partagent ça. Et puis voilà, partager des expériences, des solutions, des difficultés. Ça peut parfois aussi aider à se motiver au changement, parce qu'évidemment, quand il y a une difficulté, il y a quand même des choses qui vont pas dans la manière a priori de faire. La plupart du temps, si le trouble persiste, c'est que peut-être il y a une gestion qui n'est pas optimale des symptômes au moins. Et donc, si on fait une thérapie, on va pouvoir apprendre à modifier des choses et puis être en groupe. Parfois, ça aide à s'engager, à s'investir. Voilà, donc l'idée de s'entourer de pairs, PAIR, avec des groupes, des réseaux sociaux, des associations. Voilà, faut pas hésiter à le faire, ça peut être quand même extrêmement important, surtout dans un début de pathologie, quand on a besoin de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Ça peut quand même faire du bien. Donc, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, la HAS, c'est que pour un trouble léger, on va plutôt préconiser une psychothérapie, et pour un trouble moyen à sévère, ce sera psychothérapie plus traitement. Moi, je suis plutôt pas pour les traitements de manière générale, évidemment, sinon je ne serais pas psychologue. Mais en effet, il y a quelques fois, quand les symptômes sont trop aigus, où ça va gêner les capacités d'apprentissage de la personne. Globalement, ça c'est un cerveau. Ici, c'est le système limbique au milieu, sont les émotions. Ici, le cortex préfrontal, c'est le dirigeant du bateau, celui qui raisonne, qui planifie, qui est attentif, etc. Globalement, si j'ai trop d'émotions là au centre du cerveau, on pourrait dire péter les plombs, mais globalement, ça veut dire que le chef du bateau est plus aux commandes. Et du coup, là, pour suivre une psychothérapie, apprendre des choses, mettre en place des changements, etc., c'est plus possible. La personne est trop envahie, elle n'arrive même pas à écouter ce qui se passe en séance, elle ne retient pas. Auquel cas, en effet, les psychologues ont besoin qu'il y ait un psychiatre qui soit là et qui surveille déjà, qu'il n'y ait rien de grave, que ça aille pas plus loin et que ça ne nécessite pas une hospitalisation pour protéger la personne ou son entourage. Et en plus, à un moment donné, pour calmer un tout petit peu les symptômes de manière suffisante pour que la personne puisse intégrer de nouvelles compétences. Donc les thérapies, les TCC, thérapies cognitives et comportementales qu'on propose plus particulièrement dans le service, elles vont travailler sur 3 points. Dans chaque situation, on va avoir des pensées, on va se raconter des choses dans la tête, on va avoir des émotions, des sensations dans le corps, et puis un comportement, on va faire ou dire quelque chose, ou ne rien faire, ou ne rien dire. Donc, ce qu'on sait, c'est que ces 3 choses, elles sont reliées les unes aux autres. On ne sait jamais qu'est-ce qui commence en premier, puis c'est pas ça qui est important. Mais la base, c'est qu'on va pouvoir apprendre déjà à observer ça, et puis à agir petit à petit dessus. Évidemment, si je prends un exemple d'une situation où j'entends un bruit, je suis dans mon lit, je suis couchée, j'entends un bruit dans les escaliers. Si ce que je me raconte, ce que je me dis dans la tête, c'est un voleur, et bien évidemment que on va sentir une grosse montée d'adrénaline et de cortisol, donc d'anxiété très forte, le cœur qui peut se mettre à battre, des transpirations. Et le comportement, peut-être que je me cache sous le lit, ou bien que je hurle, ou que je descends avec une batte de baseball dans l'escalier. Si à contrario je me dis c'est Pompon le chat qui doit descendre à la gamelle, là on peut se dire probablement qu'on va rester très calme et qu'on risque simplement de se rendormir tranquillement. Donc là on voit la différence entre ce qui peut se passer dans une même situation avec des choses
différentes qui se passent à l'intérieur de soi. Donc voilà, les thérapies, elles vont proposer d'agir au mieux sur ces 3 points-là, en ayant conscience d'abord et ensuite en pouvant agir sur ces choses-là. Pour cette vidéo, ce sera tout. La prochaine fois, on parlera un petit peu de conscience, de pleine conscience. Donc pour pouvoir travailler sur ces 3 choses-là, d'abord, il faut avoir conscience effectivement de ce qui me traverse dans les situations.